J'ai le plaisir de vous accueillir. Je m'appelle Anne Marcel et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette. C'est la première conférence d'un cycle que nous initions à la mission Coteaux, Maison de Champagne, Patrimoine mondial. Elle sera suivie de nombreuses autres et je vous donnerai le planning en toute fin de réunion pour que vous puissiez bloquer ces dates, puisque vous êtes des amoureux de notre belle région et de ce qui a fait et permis son inscription au patrimoine de l'humanité. Pour vous faire comprendre notre intention, nous créons donc un cycle de conférences tout au long de l'année 2022 et ça continuera sur l'année suivante. Nous avons beaucoup de thèmes à vous présenter et il était naturel de commencer par ce qui fait la singularité de l'inscription. Notre intention, c'est de mieux donner la richesse du patrimoine champenois et les atouts qui ont permis d'être inscrits à l'UNESCO et de partager avec vous ce qui était l'argument qui a été utilisé pour convaincre les ambassadeurs de l'UNESCO. C'est aussi de partager les enjeux, les recherches et les actions de Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial qui vous accueille. Ce cycle de conférences est gratuit et ouvert à tous, à la fois, bien sûr, les vignerons et les maisons, mais pas seulement les acteurs du champagne, des étudiants, des champenois d'une façon générale, ou tous ceux qui sont attachés à la champagne et à la champagne. Nous couvrirons un nombre de thèmes très variés, allant de l'environnement à l'art, à l'éco-sociaux, et on traitera aussi de transmission. Nous prévoyons d'animer une dizaine de visioconférences par an, enregistrées actuellement, et qui vont permettre de constituer une collection de vidéos qui sera accessible sur le site et utilisable par ceux que ça intéresse et par les étudiants. Je reprends là les mots de notre intention qui ont été donnés par notre président, qui se dit heureux que la transmission des connaissances générées par ma Champagne au patrimoine mondial contribue à faire en sorte que les Champenois mesurent notre privilège de faire partie des quelques seulement 49 sites inscrits sur la liste du patrimoine de l'humanité et de renforcer la fierté de tous les Champenois. Je vais vous présenter les conférenciers. Vous verrez leur visage au moment où ils interviendront. Le premier d'entre eux que je voudrais citer, que vous verrez tout à la fin, c'est Michel Joliot, qui est photographe et dont nous allons voir les photos, puisqu'il s'agit d'une exposition commentée. Et donc, lui donnera ses commentaires tout à la fin. Mais je remercie Michel parce que c'est un capital de photos extraordinaire. Viendront ensuite Hervé Leroy, qui est paysagiste concepteur, et le mot concept veut dire quelque chose, puisque enfin nous allons comprendre pourquoi nous trouvons ça beau. Il va nous l'expliquer, et fort de toutes ses expériences, c'est lui qui va commenter les photos sur le premier nom de la façon dont nous nous appelons, qui est Coteaux, Maison, Cave de Champagne. Donc c'est Hervé qui parlera des coteaux. Et ensuite, Philippe Tourtebat, qui est un expert à la fois de tout ce qui est maison et aussi des caves, et qui a produit pour la mission le guide de conservation des caves de Champagne, interviendra sur ce qu'on appelle le bâti, qui est à la fois dans les villages et le bâti des maisons dans les grandes villes, et il nous parlera bien entendu des caves. Je vais maintenant passer la parole. Avant de passer la parole, je voudrais vous souhaiter aussi à tous une très bonne année. Et je vais passer la parole à Amandine qui va expliquer pourquoi nous nous appelons Coteaux, Maison et Cave de Champagne. Et donc, je lui cède la parole.
Merci Anne. Écoutez, bienvenue à tous pour notre première conférence de ce nouveau cycle, Ma Champagne au patrimoine mondial. Je voulais déjà rappeler en quoi être inscrit au patrimoine mondial, qu'est-ce que ça voulait dire. Déjà, ça veut dire qu'on est en présence d'un site qui porte une valeur exceptionnelle. Ça veut dire que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et universelle, qui fait sens pour l'humanité. Alors, quand on dit ça, on pense peut-être à tort tout de suite aux grands chefs-d'œuvre architecturaux. Mais cette notion de patrimoine, elle s'est progressivement ouverte au paysage culturel, viticole notamment. D'ailleurs, la présence de la vigne, on la connaît depuis des millénaires, mais il faudra attendre l'époque moderne pour qu'elle soit vraiment vue comme un élément essentiel et constitutif d'un paysage. Alors c'est vrai qu'elle est d'abord représentée, cette vigne, ce paysage viticole, comme un symbole, comme un décor. Et le paysage viticole est aujourd'hui reconnu, comme l'ont été les paysages, la mer, la montagne, par les romantiques du 19e. Alors on a attendu le 20e siècle pour déguster du vin, pour que ce passage du simple paysage au vin devienne une vraie démarche culturelle. Depuis 1997, on voit apparaître des sites inscrits sur cette liste du patrimoine mondial. Aujourd'hui, à l'échelle du monde, on dénombre 12 sites inscrits ou bien à dominante viticole qui figurent sur cette prestigieuse liste. Et donc, on peut se poser la question suivante, pourquoi les coteaux, maisons et caves de Champagne sont-ils inscrits finalement au patrimoine mondial de l'UNESCO? Eh bien, c'est cette notion de paysage vertical qui est au cœur de la valeur universelle exceptionnelle qui a été reconnue par l'UNESCO. La spécificité de la Champagne repose sur le génie des hommes et des femmes à aménager sur terre et sous terre les conditions qui ont permis l'émergence d'un vin, le champagne. L'histoire sociale et économique des 3 derniers siècles et la dimension immatérielle y contribuent également, mais ces aspects seront dévoilés tout au long de ce cycle de conférences sur 2022. Et donc, nous nous intéresserons ce soir à la notion de paysage vertical qui ne se résume donc pas uniquement à l'horizon ou panorama, à la lumière ou encore à la vigne, mais qui est une synthèse du triptyque paysage viticole, paysage bâti et paysage souterrain. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne conférence et donc je laisse la parole au premier conférencier, Hervé Leroy. Bonjour et bienvenue dans les paysages du Champagne. La notion de paysage que nous allons aborder ensemble est généreuse. Elle se développe bien au-delà du simple caractère esthétique d'un beau panorama ou d'une jolie carte postale. Ce paysage apparaît alors comme la trace laissée sur un site par les actions conjuguées de la nature en continuelle évolution et de l'activité des hommes. Il résulte de ces deux actions coagissantes. Sa réalité est d'abord sensible, puisque le paysage se révèle seulement au travers de l'imaginaire et de la culture de son observateur. Supposons 2 chasseurs relevant en forêt l'empreinte d'un gros gibier. Chacun d'eux, en fonction de son plan de chasse, de ses expériences passées, de ses ambitions de bon tireur, de ses habitudes, de son éducation à la nature et de ses rêves, etc., va projeter sur cette empreinte un projet différent. Chacun interprète ce qu'il voit et ce qu'il ressent en fonction de sa personnalité. C'est strictement la même chose pour la découverte des paysages. Je propose donc de vous accompagner dans la découverte ou la redécouverte des paysages du Champagne pour aider chacun à se rendre davantage sensible à ce qu'il observe. Le regard proposé par le paysagiste concepteur n'impose pas.
il suggère. Son point de vue est seulement complémentaire des autres approches du milieu qui sont tour à tour géographiques, historiques, techniques, foncières, économiques et humaines. Les paysages viticoles portent en eux une richesse tout à fait spécifique. Ils expriment avec forte intensité l'impact du travail de l'homme dans sa quête de valorisation de la nature. Rares sont les cultures qui, autant que la vigne, modèlent le paysage. La régularité de sa trame construit une impressionnante structuration géométrique. Comme certains font de la prose sans le savoir, les viticulteurs, eux, par leurs travaux quotidiens, font successivement de la sculpture, de la peinture, du jardinage, du land art et du design. Ainsi, ils modèlent le paysage. En Champagne, ce travail engagé par les Gallo-Romains a conduit à l'exception. Cette exception, reconnue des coteaux du Champagne, associée à celle des maisons et des caves, est contributive de la valeur universelle exceptionnelle du bien. La reconnaissance de cette valeur universelle exceptionnelle a donné accès à la prestigieuse inscription sur la liste du patrimoine mondial. Ensemble, nous allons parcourir ces fameux paysages du vignoble de Champagne. Notre présentation ne sera pas descriptive pour expliquer ce que chacun peut librement observer. Nous proposons plutôt de débusquer dans ces images ce qui justifie le caractère universel et exceptionnel. À la façon dont on tourne et retourne une image d'Épinal pour faire apparaître le visage de la sorcière dissimulé dans un tas de bois, nous allons pénétrer les images pour révéler leur puissance singulière et évocatrice. La valeur universelle exceptionnelle doit alors nous apparaître. Une organisation identitaire. Première singularité. Cette photo appartient à la Champagne autant que l'effervescence évoque Dom Pérignon. La Champagne présente partout cette très forte structuration identitaire. La plaine est occupée par les grandes cultures, elle s'installe sur des terrains plats. Le coteau est planté de vignes pour orienter les raisins sous la pleine puissance des rayons du soleil. Le couronnement, enfin, est boisé. La terre y est trop ingrate pour la culture. La vigne, une monoculture. Seconde spécificité majeure, la vigne champenoise est une monoculture. Elle règne en maître absolu sur le paysage qu'elle occupe sans partage. Pas de parcelles agricoles imbriquées, pas ou peu d'îlots plantés, pas ou peu de constructions isolées, pas de perturbateurs d'homogénéité. Nos regards sont tellement habitués à cette exception régionale que nous finirions par ne plus nous en émouvoir. Pourtant, pour reconnaître la juste valeur de cette richesse spécifique, comparons-la, par exemple, au vignoble de Saint-Émilion, lui aussi inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Cette vigne bordelaise est une culture discontinue, ponctuellement interrompue. Elle s'imbrique avec d'autres occupations du sol, des cultures, des pâtures, des boisements, des hameaux et des friches. Le vignoble en monoculture est bien une spécificité champenoise. Les vignobles du Champagne sont des espaces comblés, remplis, repus. Ils font honneur à la nature généreuse dans une exploitation dense et continue. Répartis sur plusieurs territoires disjoints, le vignoble du Champagne présente pourtant partout ce caractère de monoculture. Il n'existe qu'un seul vignoble identitaire et indissociable, du massif de Saint-Thierry à la région des Rissets, de Château-Thierry à Vitry-le-François ou Bar-sur-Aube. Les espaces de transition. Dans ces paysages du vignoble champenois, la vigne, donc, avec avidité et convoitise, occupe tout l'espace qui lui est offert. Son développement a ainsi gommé tous les espaces de transition. C'est la recherche d'une valorisation optimale du territoire. Oubliant l'art de la mise en scène, la vigne vient lécher les villages jusqu'aux premières maisons et s'immiscer
dans toutes les anfractuosités du paysage. Traditionnellement, autour des villages, les maisons sont prolongées par des jardins d'agrément, puis des jardins potagers, et la transition vers la pleine nature est assurée par des vergers. Ici, tous ces espaces de transition n'existent pas. La vigne est omniprésente, accaparante. Même constat pour les bords de chemin et les limites d'avec la forêt. L'ourlet traditionnel de lisière qui borde les bois est supprimé. La confrontation ici est directe entre la vigne et les grands arbres. Oubliez les transitions et manœuvres d'approche. Le maillage parcellaire. Le maillage foncier, caractéristique des vignobles du Champagne, présente un allongement des parcelles selon le sens de la plus grande pente. La longueur se prolonge très loin dans la pente pour une largeur parfois étonnamment étroite. Le dessin produit, souvent complexe, se présente comme une adaptation à la nature des sols. En effet, la qualité des terres en partie haute et en partie basse n'est pas équivalente. À l'heure d'un partage successoral et pour une parfaite équité, la partition ne peut pas s'établir entre le haut et le bas et chacun doit recevoir de la terre la meilleure et peut-être aussi de la plus ingrate. Voilà pourquoi les parcelles s'allongent de façon aussi caractéristique. Cette image est pourtant trompeuse. La subtilité foncière est bien plus riche que ce que le parcellaire constaté sur place voudrait faire croire. À l'intérieur du maillage identifié, les propriétés se joignent, se prolongent et se mélangent. Certaines ne représentent parfois que quelques routes de vigne. Il n'est que l'œil expert, passionné et amoureux du viticulteur pour reconnaître et identifier sa propre vigne alors qu'elle nous apparaît à nous comme le clone de sa voisine. Cette imbrication minutieuse des parcelles et des propriétés, les unes dans les autres, par combinaison de formes, partage de limites, harmonisation des contours, est une autre expression de l'assemblage, cette spécificité champenoise qui a fait la notoriété du Champagne. Là aussi, cet assemblage des propriétés construit une image plus puissante et plus évocatrice que ce que produirait la simple juxtaposition non coordonnée des parcelles. La toponymie identifie chaque parcelle par son propre nom. Quelques parcelles sont même cernées de murs pour des productions singulières. Ce sont les clos. L'image paysagère du maillage n'est donc pas qu'un simple décor, puisqu'elle encourage et stimule le traitement parcellaire des produits de la vendange pour confirmer l'exception du produit champagne. Le sol calcaire. Dans les paysages du Champagne, la craie omniprésente affleure sur l'ensemble du territoire comme élément unificateur des paysages. C'est véritablement une synergie pays-paysage. C'est la force du lien, nature du sol et image produite. Cette craie apparaît tantôt en éboulis et en talus, tantôt en extraction de matériaux. En Champagne, les chemins sont dessinés à la craie. Elle confère sa couleur claire au réseau de liaison qui innerve les vignes et la fait se détacher au milieu des couleurs végétales. La trace blanche qui fraye son parcours sinueux sur les coteaux est un labyrinthe complexe et riche de surprises, notamment par des inflexions brusques de trajectoire qui trouvent leur justification dans l'histoire du lieu et la réalité de son relief. La craie est aussi un matériau de construction, traité sous forme de carreaux de craie. Circuit court pour la construction locale, avant que le terme n'en soit inventé, ces carreaux de craie doivent être maçonnés sur un soubassement de meulière pour bloquer les remontées humides. Ce sont le plus souvent des murs simples de remplissage. La pierre, plus noble, est réservée à l'élégance des porches, des encadrements de baies et autres constructions prestigieuses. Enfin et surtout, la craie, c'est la roche-mère. Elle rappelle l'époque où notre région était sous les océans. Elle est nourricière de la vigne qui y puise l'eau en profondeur. Cette réserve d'eau est nécessaire à la production de matière végétale et au gonflement des raisins. C'est une ressource essentielle car la vigne, comme le vigneron d'ailleurs,
ne supportent pas d'avoir soif. Les riverains ont donc besoin de ce réservoir profond et régulateur que lui offre le sous-sol de craie. Les aspérités du relief. La formation du relief champenois explique pour une bonne part ces paysages. L'effondrement du bassin parisien a fait naître les côtes d'Île-de-France sur les pentes desquelles s'épanouit la vigne. À la recherche d'images pour exprimer la formation de ces côtes d'Île-de-France, arrêtez-vous dans un salon de thé, devant une part de millefeuille. Du dos de votre fourchette à gâteau, enfoncez en son milieu la couche supérieure du biscuit couvert de glaçage. Appuyez vigoureusement. Le gâteau alors s'effondre en son milieu et les deux extrémités se relèvent, offrant à votre vue l'alternance des couches successives de crème et de biscuits, constitutives de cette pâtisserie. Sur ce même principe, l'effondrement du bassin parisien a relevé les côtes d'Île-de-France. Sur les coteaux apparaît alors la superposition des couches sédimentaires constitutives. Il devient maintenant possible d'observer l'étagement de ces différentes couches dominées par les argiles vertes. Viennent ensuite les meulières de brie, la marne blanche, les sables, les argiles plastiques, d'autres sables et les calcaires. Cette organisation par couches et la couverture végétale qui y est associée portent le caractère spécifique de nos paysages. Les principales orientations de ce relief sont aussi accompagnées de très nombreuses aspérités locales spécifiques. Elles sont révélées par la vigne et valorisées par la régularité des routes de cèpe. Petit message spécial pour les bricoleurs. Sur un chantier de papier peint, si votre mur est mal préparé, présente des reliefs et des imperfections, la pose du papier peint, plutôt que de les cacher, va faire ressortir ses défauts. Cette contrariété sera encore intensifiée si vous avez choisi un papier peint à rayures. Pour la vigne, il ne s'agit pas de défaut, mais la perception des éléments du relief est rendue visible et renforcée par le nappage de la vigne et sa trame régulière. Cette adaptation est fusionnelle. La vigne révèle le relief expose la vigne. Paysage de point de vue. Autre spécificité des paysages de Champagne, ce sont très souvent des paysages de point de vue. La fantaisie et l'énergie de la formation du relief ont multiplié ces promontoires. Ils s'avancent dans les vignes comme des pontons sur la mer. Ces points hauts sont des zones privilégiées d'observation, des livres ouverts sur le paysage pour faciliter sa compréhension et identifier les différentes interactions qui le forment. Il faut voir pour comprendre et comprendre pour aimer. Ces points de vue nous aident donc à voir, à comprendre et à aimer ces paysages. La vue dominante permet d'évoquer cette mer de vigne. En 1909, Joseph Goulet avait déjà fait ce constat en se lançant dans la construction très ambitieuse de ce phare de Verzenay. Il faisait déjà à l'époque référence à l'atmosphère maritime du vignoble. Cette approche imagée fait opportunément la synthèse des évocations thématiques de la valeur universelle exceptionnelle. Pour pouvoir associer la vigne à la mer, il faut la monoculture, il faut l'immensité, le contact de la crête de vigne avec la mer. Il faut l'étagement des rangs de cèpe sur le coteau, comme la régularité des vagues, les mouvements du relief pour animer le ressac, la discrétion de quelques récifs représentés ici par les loges de vignerons immergés dans les parcelles. La position des villages. Dans les paysages du Champagne, les villages savent toujours se faire discrets. Ils s'installent prioritairement dans un repli de terrain, choisissent une zone abritée, ils s'implantent sur une limite paysagère en bordure des vignes ou à grande proximité pour limiter les déplacements. Les formes urbaines cherchent à être économes en prélèvement de surface sur l'espace viticole. L'urbanisme est donc groupé, continu, concentré. Peu de constructions s'échappent de l'enceinte traditionnelle. Les prolongements bâtis sont beaucoup plus maîtrisés que dans la plaine. L'animation par l'activité viticole.
L'activité viticole fait bouger le paysage. L'image paysagère n'est donc pas une nature morte, mais le réceptacle de la permanente activité des viticulteurs. Leur contribution à l'enrichissement de l'image est décisive. Les travaux, essentiellement manuels, la taille, le palissage, la vendange, etc., assurent la permanence de cette présence et mobilisent un important personnel qui rentre dans le tableau. Pour mesurer leur contribution, il suffit d'imaginer ce que serait une scène de théâtre sans ses acteurs. Point culminant de cette activité, les vendanges, moment d'émotion par excellence. Ce n'est plus un théâtre, mais une comédie musicale. Ce n'est plus seulement le domaine viticole, mais toute la région qui se trouve en effervescence et vit au rythme des équipes de coupeurs, des livraisons au pressoir, de la circulation des citernes, etc. C'est un moment culturel très fort et très partagé, qui marque le territoire bien au-delà de la simple mobilisation des professionnels de la vigne et du vin. C'est très identitaire pour l'ensemble de la Champagne. Les loges et les cadoles. Comme sur les illustrations des livres d'enfants, où il faut chercher Charlie caché dans une image confuse, les loges de vignerons et autres cadoles se cachent dans le paysage de la Champagne. Il s'agit de petites constructions offrant un abri au milieu des vignes, à l'époque où le chemin depuis les villages se parcourait à pied. Elles ont aussi servi au stockage de matériel et des produits. Aujourd'hui, elles n'ont souvent plus d'autre fonction que d'animer le paysage, de le rendre vivant et de porter témoignage d'une époque révolue. Par le choix des matériaux constitutifs, elles expriment l'adhésion au site. Cette réalité est encore identitaire des vignes du Champagne. Il s'agit le plus souvent d'autoconstruction. La sobriété constructive témoigne alors des préoccupations fonctionnelles de leurs promoteurs. Ainsi, elles sont édifiées en pierre meulière, là où c'est la ressource locale. Dans les régions du sud, proches de la Bourgogne, c'est la pierre calcaire, récupérée sur place, qui est mise en œuvre et est montée le plus souvent en pierre sèche. En montagne de Reims, notamment, là où la terre argileuse était la ressource des briqueteries nombreuses et actives, les constructions sont en briques de façon dominante. Certaines loges échappent à la sobriété et deviennent d'élégants signes de la présence des grandes maisons de Champagne sur le territoire. Enfin, les cadoles, constructions circulaires de pierre plate, concentrées sur 6 communes du sud de l'Aube, elles portent témoignage d'un savoir-faire ancien et du savoir-vivre qui y était associé. Elles constituent un exemple de valorisation des ressources locales et de l'ingéniosité conduite par une grande économie de moyens. La couleur. La vigne peint le paysage de teintes chaudes, riches et variées. C'est alors un calendrier géant où chaque saison apporte son lot de surprises et d'enchantements. Ces perpétuels renouvellements colorés encouragent la curiosité du regard. La couleur n'est pourtant pas le seul argument de changement. Les conditions météo modifient aussi sensiblement la perception du paysage viticole. La Champagne bénéficie singulièrement les matins d'une lumière très spécifique, souvent brumeuse et vaporeuse. Elle est teintée de gris-bleu. Cette teinte si particulière n'évoque-t-elle pas la couleur de la vareuse des poilus de 14? En tout cas, cette atmosphère brumeuse renforce la typicité des lieux. La brume du matin constitue aussi un fort argument de séduction. Elle sollicite la créativité de l'observateur qui doit, à partir de son imaginaire, reconstituer ce que la brume lui cache. En conclusion, l'harmonie des paysages du Champagne trouve naissance dans ce lien très fort, fusionnel et culturel entre les potentialités du site et la valorisation par le travail des hommes. La trace laissée exprime la recherche permanente du respect attentif de la nature, en même temps que de sa glorieuse exploitation. Rares sont les exemples d'une production agricole marquant autant son territoire.
tout en Champagne et champenois. Ces paysages sont identitaires parce que l'ensemble de la population s'y reconnaît et y adhère. C'est donc un formidable élan collectif pour une valeur partagée. À l'image de ces vendangeurs, c'est un élan de mobilisation tendu vers un même objectif, la reconnaissance, la préservation, l'accompagnement de l'évolution de l'exceptionnelle qualité de nos paysages champenois. En même temps, ces paysages nouent avec chacun de nous un rapport individuel et intime. Il nous appartient de cheminer à notre propre allure dans ces découvertes. Elles nous proposent un enrichissement personnel reposant sur la stimulation de notre sensibilité. Pour finir, petit détour par une dernière spécificité des paysages du Champagne. Les essors, ces petites constructions insolites, éparses dans les paysages, révèlent la présence des caves dans le sous-sol, dont elles constituent les conduits d'aération. Mais c'est là une autre histoire que Philippe nous racontera. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Alors, Francisco, j'arrive pas à tourner. Petit. Donc, je vais vous aborder deux sujets au cours de cette conférence, l'une sur le bâti et l'autre sur les cases, le sous-sol et donc de la Champagne. Alors, le bâti. Déjà, l'habitat rural champenois a une grande particularité d'être concentré autour des villages. Donc, ces villages, en réalité, n'ont pas toujours été ainsi qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons donc une église centrale. Autour de cette église va s'implanter des maisons et on n'a pas seulement la culture de la vigne à l'origine, mais on a également l'élevage et on a également la culture de la forêt lorsque nous sommes proches d'un massif forestier. L'occupation humaine en Champagne est présente depuis la période de la préhistoire et notamment du néolithique. La période du néolithique voit des populations se sédentariser sur les plateaux et petit à petit glisser vers les coteaux, vers les flancs de coteaux et ensuite vers les plaines. Et donc, ces villages sont toujours très regroupés et le point commun à tous ces villages, c'est l'eau. Bien sûr, il faut un point d'eau déjà pour permettre à la communauté d'assurer ses besoins quotidiens. L'architecture des maisons des villages champenois, elle est toujours à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'on va avoir des bâtiments qui vont se développer au fur et à mesure que les exploitations se développent. Alors ici, sur cette photo, nous avons une vue du village de Villedommange qui montre bien qu'on a un axe principal, c'est-à-dire c'est un village rue, et autour de cet axe principal, on va donc construire des bâtiments, et les parcelles périphériques où on distingue des arbres, de la végétation, sont en réalité des lieux d'extraction des matériaux. La grande particularité des villages champenois, c'est d'aller chercher les matériaux là où ils se trouvent. Donc, on va creuser des carrières, on va ouvrir des trous à argile pour faire du torchis, on va creuser des carrières pour extraire la pierre, on va ramasser la pierre en surface pour créer les murs, pour faire des murs de moellons, on va calciner le calcaire pour obtenir de la chaux et on va utiliser bien sûr tous ces matériaux. Initialement, on avait énormément de bâtiments, de maisons couvertes en chaume. Malheureusement, le chaume est assez sensible à l'incendie et la Champagne est aussi une région d'invasion
Et à chaque guerre, évidemment, le feu incendie les couvertures en chaume, et c'est la tuile qui, petit à petit, dès la fin du Moyen-Âge, va prendre le dessus sur ces couvertures en chaume. La distribution de la maison champenoise, je dirais de l'habitat vigneron de bourg comme de village, va donc s'étoffer au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire qu'on a souvent un habitat et à côté de cet habitat, on va créer une zone pour les besoins, c'est-à-dire installer un pressoir, installer l'élevage, les étables, et donc ça va nous donner des habitats qui ont souvent un plan rectangulaire ou un plan carré, avec une cour centrale d'entrée qui sert bien sûr à installer le charroi, les charrettes qui permettent d'approvisionner cet habitat et qui permettent au moment des vendanges également d'amener le raisin dans cette cour vers le pressoir. Donc là, nous sommes sur le village d'Ailly. Vous voyez à gauche l'église qui est toujours le point central du village champenois. Et vous voyez que généralement, le bâti a une forme en atrium, c'est-à-dire sur un plan carré, avec cet habitat qui donne souvent sur la rue. Donc là, on va soigner les façades côté rue et on aura un traitement des façades beaucoup plus simple côté jardin ou côté cour. Les portails d'entrée sont assez significatifs de l'habitat rural champenois parce que c'est ce qui marque la différence entre la rue, entre le domaine public et le domaine privé et l'exploitation. Pour réaliser ces portails, on va donc utiliser un système constructif basé sur la voûte en anse de panier. Ce sont les portails qui datent surtout du XVIIe et du XVIIIe siècle, et également sur la voûte de plein cintre, qui est le système le plus ancien. On aura également des poutres en bois peu utilisées parce que la durabilité du bois est moins importante que les roches minérales ou que les briques. Donc la brique joue un rôle important en Champagne parce que non seulement, on le verra tout à l'heure, nous avons des roches calcaires, des roches carbonatées, à la fois la craie et à la fois les roches du Jurassique pour la région de l'Aube, mais le point commun, c'est également l'argile. Ce sont les argiles, les terres argileuses, les limons, les leusses, qui vont permettre de fabriquer des briques et des tuiles. Et l'industrie briquetière et tuilière est très ancienne, puisque les Gallo-Romains se sont installés très tôt dans nos régions pour faire de la poterie avec ces terres argileuses. Mais de grandes briqueteries, bien sûr, vont s'installer sur place, que ce soit en montagne de Reims ou dans l'Aube, et vont fournir une quantité très importante de matériaux à base de terre crue, mais qui seront donc cuites pour former les briques, les tuiles. Et on aura notamment une maison très célèbre, la maison Gilardoni, qui va s'installer en Champagne parce qu'il y aura un gisement d'argile très important qui va permettre à cette maison de progresser et de faire sa richesse au moment de la reconstruction. Les grands domaines viticoles, les abbayes. Les abbayes jouent un rôle très important. Alors, on peut distinguer les abbayes urbaines et les abbayes rurales. L'abbaye, par essence même, doit être autonome. Donc, dans le cas des abbayes rurales, ici, nous avons l'exemple d'Auvillers, ce sont des abbayes bénédictines. L'ordre bénédictin va générer lui-même ses produits de construction. Donc, il va y avoir la gestion de la forêt, la gestion des carrières, des ressources minérales, la gestion des ressources végétales, la gestion de l'élevage et bien sûr la gestion des vignes. Mais tout va être basé sur une exploitation locale. Donc, nous sommes à partir de la période gallo-romaine et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'au XIXe siècle, nous sommes dans un système qui va produire les matériaux de façon locaux, sur les gisements locaux. Et donc, ça, c'est très important parce qu'il y avait peu de transport et peu de déplacements. Et nous sommes bien là dans un exemple de développement durable. Alors, on a également les grands domaines viticoles, les châteaux. Ici, nous avons un exemple du château de la Marqueterie. Le château de la Marqueterie a été construit vers 1731 par Jean Cazotte,
qui était un noble libéral à l'époque et qui sera guillotiné un petit peu plus tard à la Révolution. Mais ce type de château est très sobre et nous montre l'utilisation de tous les matériaux disponibles à l'époque. Donc pour les encadrements de baies et pour les bâtisseurs en maçonnerie, nous avons des briques qui sont bien sûr cuites à partir des briqueteries des massifs voisins. Nous avons la roche qui est utilisée pour les escaliers, qui est amenée des carrières voisines. Et nous avons l'ardoise. Alors l'ardoise arrivait également des carrières ardennaises qui se trouvaient un petit peu plus loin lorsque les couvertures n'étaient pas faites en tuiles. Et entre les raidisseurs et entre les encadrements en briques, on va remplir les murs avec des moellons, avec soit des moellons de Molière, soit des moellons calcaires, parce que c'est une architecture économique, et le tout sera enduit avec un enduit à base de sable et de chaux. La chaux provient de la calcination du calcaire, la calcination de la craie, mais aussi des roches calcaires plus dures. La chaux sera le liant commun à utiliser jusqu'au XIXe siècle pour l'habitat champenois avec la terre crue. La terre crue qui permettra de faire du torchis et qui permettra également de constituer des mortiers de hourdage pour monter les murs. Une grande rupture arrive au XIXe siècle. Cette rupture, elle est amenée dans l'architecture champenoise par le chemin de fer. Le chemin de fer va permettre d'amener des matériaux d'un peu partout. Et on est dans une période où l'industrie prend son essor. Donc, les grandes maisons commencent à avoir une notoriété et beaucoup de grandes maisons de Champagne vont créer des châteaux, mais des châteaux un petit peu de contes de fées, comme ici le château de Pékin, donc avec un apport de matériaux et des styles très disparates. On aura du néo-gothique, du néo-roman, du néo, tout ce qu'on veut, mais on va faire venir maintenant des matériaux d'un peu partout et on fera venir également des carrières impériales sous le Troisième Empire. On fera venir de la pierre de Savonnières que l'on va trouver en Haute-Marne, qui arrivera par chemin de fer. On continue d'utiliser les briques locales parce que les briqueteries resteront implantées jusqu'au tout début du XXe siècle, mais petit à petit, ces briqueteries vont péricliter. Et on a comme ceci une série de grandes maisons de maîtres avec une architecture très monumentale, mais des matériaux qui nous viennent de tout le Grand Est. L'architecture industrielle va accentuer ce phénomène, c'est-à-dire que l'architecture industrielle, on va dissimuler sous des styles. Ici, nous sommes en face du domaine Vrancken-Pommery. En réalité, là, on va dissimuler les cuveries. On va dissimuler les grandes cuveries avec un style d'architecture emprunté à l'Angleterre. Et là, derrière ces maçonneries qui sont réalisées en roche calcaire du nord-est, on va dissimuler une architecture métallique. C'est souvent des poutres, des charpentes qui sont faites avec des métaux. N'oublions pas que nous sommes à la période d'Eiffel. Un de ces ingénieurs, M. Joly, va énormément travailler en Champagne et va amener cette architecture métallique qui va permettre de faire de grands halls et pour la vinification des vins de Champagne. Alors, la période actuelle, elle est marquée quand même par un phénomène très important. Ici, nous sommes avenue de Champagne. Le phénomène très important, c'est que la construction rurale en Champagne, comme la construction industrielle, est réalisée avec des matériaux maintenant qui nous viennent de la planète entière. Jusqu'au XIXe siècle, on l'a vu, on avait des matériaux qui provenaient dans un rayon d'environ 120 km, qui provenaient des ressources locales. Alors, l'avenue de Champagne, c'est un cas particulier et c'est une architecture actuelle parce que cette avenue était une route qui menait initialement à Verdun, qui entre Épernay et Verdun, et elle s'appelait à l'origine rue de la Folie, rue du Commerce. Et cette route va être investie par les maisons de Champagne au XIXe siècle, où on va trouver donc des espaces et donc des grandes surfaces
pour pouvoir installer les maisons de champagne. Et l'axe de cette route, elle est exactement placée, l'axe de cette route est placé dans l'axe du chemin de fer, c'est-à-dire qu'en contrebas, on va trouver le chemin de fer et on trouvera également l'axe de la Marne qui permet d'approvisionner les matériaux en grande quantité. Le chemin de fer permet non seulement d'approvisionner les matériaux, mais il permettra également les expéditions de vins de Champagne. Aujourd'hui, l'avenue de Champagne, qui a été donc restaurée, qui est une avenue prestigieuse pour le monde du champagne à Épernay, est faite, la voirie est faite avec des matériaux industriels. On va trouver des granites qui viennent de pays étrangers, on va trouver de l'asphalte ou du bitume qui vient du nord-est, et on va trouver même des aménagements urbains qui nous proviennent de différents sites qui ne sont plus du tout champenois. Par contre, il subsiste une architecture propre à l'industrie du champagne et surtout le creusement des caves que nous allons voir, que nous allons découvrir maintenant. Alors, les caves de Champagne. Les caves de Champagne, je dis toujours, la Champagne a 3 dimensions, les coteaux, les maisons et les caves. Et la 4e dimension de la Champagne, c'est le champagne. Donc, les caves de Champagne sont vraiment un élément qu'on oublie souvent parce qu'évidemment, une cave, c'est quelque chose que l'on ne voit pas tout de suite. Donc, une grande particularité à l'inscription au patrimoine mondial par l'UNESCO, c'est on a toujours des locomotives un petit peu dans chaque site, mais on parlera bien sûr de toutes les caves. Mais une grande particularité, c'est pour la ville de Reims d'avoir des carrières de craie. Ces carrières de craie, elles sont connues depuis l'Antiquité. On a des carrières qui sont bien datées. Elles sont connues également au Moyen-Âge. Et on va donc utiliser la craie pour la construction, pour la fabrication de la chaux, pour la fabrication de poudres calcaires qui servent à faire les peintures. Et il faut savoir que plus on descend profond, plus la craie est compacte. Donc, un petit rappel géologique quand même, la craie s'est formée il y a environ 80 millions d'années, à l'époque où il existait une mer peu profonde au-dessus de la ville de Reims, environ 100 mètres de profondeur, et cette craie va être constituée par des micro-organismes qui vont se sédimenter, qui vont s'accumuler pour former la roche crayeuse. Alors, il s'agit d'une roche tendre parce que cette roche n'est pas tout à fait formée dans les temps géologiques. Elle ne s'est pas tout à fait formée pour diverses raisons. Les carrières de craie vont subsister jusqu'au XIXe siècle, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. On a eu l'apport des matériaux modernes qui vont changer la donne, si je puis dire, au niveau de la construction. Et on n'aura plus besoin de craie pour faire de la chaux parce qu'on va inventer le ciment de Portland. Le ciment de Portland est un matériau qui prend beaucoup plus vite que la chaux, qui durcit plus et qui permet de faire du béton armé. Donc le béton armé est un changement radical dans la construction et petit à petit, ces carrières de craie vont tomber à l'abandon. Et là, on a quelques champenois géniaux qui ont cette idée de récupérer, de recycler ces carrières de craie pour y installer les maisons de champagne. Alors, c'est surtout le cas à Reims, où on a les familles Tricot, on a les familles Ruinart, on a les familles Tétinger un petit peu plus tard, qui vont récupérer ces crayères. On a les familles Goulet également, on a parlé tout à l'heure du phare de Verzenay, mais avant Clicquot, on avait la famille Goulet qui s'est installée sur l'emplacement des crayères. Et donc, voilà. Et donc, on se trouve dans un endroit où il y a une température clémente pour le travail des vins, pour l'élevage des vins, mais on a également un endroit qui permet de travailler à l'abri. Donc, dans les carrières de craie, nous avons le puits d'extraction qui s'appelle en champenois l'essor du vieux français, de l'ancien français sortir, issu. Cet essor a une forme pyramidale, tout simplement parce que lorsque la craie se trouve près de la surface, elle est très fracturée. Et lorsque la craie, plus on descend, lorsque la craie va se trouver en profondeur, on a une craie beaucoup plus compacte. Donc on élargit petit à petit le puits pour former une exploitation
et pour sortir les blocs de craie. Donc ces blocs de craie seront très compacts et serviront même à construire le rempart de Reims. La quantité de craie que l'on a extraite sous la ville de Reims est de l'ordre de 4 millions de mètres cubes, soit presque l'équivalent de la grande pyramide de Khéops. Donc, bien sûr, il va falloir consolider ces crayères. Donc, la crayère, c'est en champenois synonyme de carrière. La crayère, c'est un ensemble d'essors. Il y en a à peu près 3000 de connus sous la ville de Reims, sur une surface d'environ 60 hectares. Et les galeries partent à partir de ces essors, et donc ça va nous former ce qu'on appelle une crayère. Donc, on a de magnifiques ouvrages de confortation parce que, évidemment, dans le temps, ça a tendance un petit peu à se fragiliser. Et là, on est bien en face d'un patrimoine mondial qu'il faut sauvegarder, d'où l'intérêt de l'inscription par l'UNESCO. Alors, nous avons également, pour l'Aube, pour la vallée de la Marne, des carrières de calcaire non crayeux, qui sont des formations géologiques, soit plus récentes pour le Lutétien ou plus anciennes pour le Jurassique, pour l'Aube. Donc ces carrières vont aussi être réutilisées, mais elles n'ont pas la même morphologie. La craie est un calcaire non stratifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couche, alors que les carrières de calcaire non crayeux, ce sont des calcaires qui ont des couches, qui ont des strates. Donc le comportement n'est pas le même. Par contre, la température, l'absence de vibration permet d'avoir un lieu propice à l'élevage des vins. Et puis, on a également un autre système, les caves qui vont être spécifiquement creusées pour le champagne. Alors qu'on soit dans l'Aube ou qu'on soit dans la Marne ou qu'on soit en Haute-Marne, ou dans l'Aisne, on a ce système. On a ce système et là, on va avoir des dimensions que l'on va choisir qui vont être adaptées à l'élevage des vins. N'oublions pas qu'on travaillait et en bouteille. Il va donc falloir pouvoir stocker ces bouteilles et ces fûts en foudre également, et donc on va avoir souvent des voûtes en plein cintre. Là, on a également l'exemple d'une petite cave de conservation de millésimes. Donc la voûte de plein cintre, c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment en Champagne. On peut citer la ville d'Épernay quand même, qui est très importante de par le creusement de ces galeries, à peu près 100 km de galeries qui vont être creusées, et les galeries à flanc de coteau arrivent au niveau de la Marne, c'est-à-dire au niveau du chemin de fer. Donc c'est très pratique pour l'expédition des vins, et c'est très pratique aussi pour amener tout le matériel nécessaire à la vinification. Donc les vins, l'élevage des vins se fait en cave. La voûte de plein cintre, c'est celle qui est la plus solide, mais la dimension de cette voûte est conditionnée par les pupitres également, et également par le stockage sur latte des vins. Alors, on a aussi des caves maçonnées, parce qu'on n'a pas partout de la roche. La tenue du terrain ne permet pas partout d'établir, de creuser des caves souterraines. Donc, les caves maçonnées sont les plus complexes. La plupart du temps, on est obligé de décaisser complètement le terrain, c'est-à-dire de faire un énorme trou, de construire une maçonnerie et de reboucher par la suite. Donc, ça, c'est un travail très important. Ici, on a une très belle cave de l'Aube qui est maçonnée avec des moellons calcaires, toujours ourdée à la chaux, c'est-à-dire maçonnée avec un mortier de chaux et de sable, ou toujours maçonnée avec un mortier de sable et de terre. L'intérêt d'utiliser ces types de mortiers, aussi bien dans la construction que des bâtiments de surface, que la construction des caves, c'est d'avoir des structures qui ont une forte perméance à la vapeur d'eau. L'inconvénient majeur du ciment de Portland et des bétons, c'est d'être imperméable à la vapeur d'eau. C'est-à-dire que la vapeur d'eau va se condenser, va stocker, va générer de l'humidité dans les caves en béton, alors que dans les caves montées avec des matériaux calcaires et montées avec des mortiers de chaux, cette humidité va s'évacuer petit à petit
dans le sol de surface. Et donc, on aura moins de concentration en eau et moins d'humidité élevée. N'oublions pas que l'humidité conduit la chaleur, conduit les thermies, et puis surtout, l'humidité va générer des altérations biologiques. Un grand cellier, donc un grand cellier voûté en, on va dire là, en arc, en anse de panier. Cet arc en anse de panier permet d'avoir de grandes portées. On a des moellons équarris qui vont commencer par faire les murs porteurs et des moellons des champs qu'on va pouvoir ramasser en périphérie. Donc toujours pareil, on a des matériaux qui sont bien puisés sur place. On ne va pas chercher d'autres produits. Et donc, on va poser cet ensemble sur un coffrage glissant. Ce coffrage glissant va permettre d'établir des voûtes à grande portée, des grands celliers qui sont plus proches de la surface. N'oublions pas que les caves étaient divisées en 3 parties. Les celliers, où on faisait un petit peu toute la préparation, l'expédition, la mise en caisse des vins. L'élevage des vins se fait dans les 2 niveaux inférieurs, dans la cave fraîche et dans les caves froides. Alors, l'époque actuelle, ben, on ne construit plus de caves. Aujourd'hui, ce sont des cuveries en inox. Et ben, c'est pour cela que la mission patrimoine a édité un guide des caves. Ce guide des caves, de façon à permettre d'avoir quelques recettes, entre guillemets, pour la restauration, pour la sauvegarde des caves. Aujourd'hui, on peut vinifier pratiquement sans cave dans des espaces climatisés. Mais à une époque où on nous parle de développement durable, à une époque où la pollution ne cesse de progresser, même si on fait un maximum d'efforts, et rappelons-le que le monde viticole a fait d'énormes efforts pour atténuer les effets sur l'environnement, il n'en demeure pas moins que ces caves, beaucoup de caves sont menacées d'abandon. Je ne dirais pas de disparition, mais d'abandon. Donc, c'est l'intérêt de ce guide que vous pouvez consulter gratuitement sur le site de la mission qui peut peut-être vous aider à sauvegarder ces caves. Alors, sauvegarder ne veut pas dire figer, c'est-à-dire qu'en sauvegardant les caves, vous allez permettre aux générations futures de trouver de nouvelles idées d'occupation de ces sous-sols. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais m'exprimer sur une seule image de retour de vendange. À écouter mes camarades, je viens de réaliser la chance que j'avais de pouvoir, moi, illustrer la Champagne par la photographie. Je viens de réaliser à quel point la Champagne s'est développée largement avant l'invention de la photographie, et donc c'est une nouvelle position dans l'histoire de la région qui me fait saisir la chance que j'ai. Je suis né en Champagne, mais à Romilly-sur-Seine, qui était spécialisé dans la fabrication de tissus et de chaussettes, et c'est vrai que la Champagne viticole a été pour moi très accueillante, puisque elle m'a permis de découvrir dans presque tous les détails sa vie, donc ses paysages, ses maisons et aussi ses caves. Au départ de ma carrière, au début des années 80, j'avais beaucoup plus de photos de New York, de Tokyo, ou de concerts de rock New Wave de l'époque et rock que de la Champagne. Et après un passage à Paris dans une agence de presse et au théâtre de Chaillot, j'ai eu l'intuition que en fait j'avais
un travail intéressant à démarrer en Champagne. Et je me suis donc installé à Reims. Et la Champagne a été très accueillante, en fait, pour moi, parce que elle m'a, par ses maisons et par ses vignerons, invité à découvrir toute la richesse des coteaux, puisque quand j'ai démarré, les photos de paysages étaient finalement assez rares et en tout cas, il n'y avait pas d'inventaire complet de toutes les communes, des 320 communes de l'appellation. Il y avait aussi assez peu de photos des maisons avec toute la vie qui s'y déroulait et qui s'y développait de plus en plus. Et puis aussi assez peu de photos de caves. Donc j'avais, avec quelques collègues, une mission à remplir et que j'ai découvert petit à petit, aussi bien techniquement aussi, parce que effectivement, il allait y avoir des techniques photographiques particulières. Pour ce qui est des coteaux, c'est mon œil qui était prêt pour et intéressé par la géométrie. La géométrie des vignes, la rectitude des vignes et la variété des graphismes qui peuvent s'en détacher. Mon œil correspondait bien à ce besoin. J'ai été amené à découvrir sur commande, en fait, tous les villages déjà, enfin la plupart des villages au sol. Plus tard, je mesure aussi la chance que j'ai eue de pouvoir survoler les 320 communes de l'appellation, donc les quelques villages de la Seine-et-Marne jusqu'aux quelques villages de Haute-Marne et tous les villages de la Marne et tous les villages de l'Aube. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir sentir les différents reliefs et comprendre une fois revenu au sol, qu'est-ce qui se passe derrière le plateau, derrière le coteau, voilà, d'avoir une vue d'ensemble qu'on peut moins comprendre quand on reste tout le temps au sol. Et donc, évidemment, je peux ajouter évidemment l'intérêt qu'on peut avoir à découvrir un paysage, soit le matin, soit le midi, soit le soir, puisque le soleil, quand il est là, fait apparaître des graphismes justement et met en valeur des points bien différents selon le moment de la journée. Évidemment, la saison, on n'est pas actuellement dans la saison la plus riche parce que les feuilles ne sont plus là et que si la lumière n'est pas là non plus, le paysage peut être un petit peu triste. Par contre, très intéressant quand la gelée, le givre apporte ses spécificités et aussi les nuages de brume qui peuvent être dans les fonds. Puis évidemment, toutes les autres saisons là sont par contre très, très riches. J'adore le printemps où dans le fond des paysages apparaît le colza qui donne la touche jaune qui est aussi très particulière à la région, puisque le colza ne pousse pas non plus partout. L'automne, c'est bien évident, aussi joli que presque, même pas presque, complètement que l'été indien au Québec. Et puis, voilà, toutes les variétés de verdure qu'on peut trouver en été. Voilà. Merci, Michel. Merci. Formidable.